Le béret vert, qui a fait un carnage en solo. Roy Benavidez, la guerre du Vietnam. Roy Benavidez a eu une enfance difficile. Ses deux parents étaient décédés. Il était harcelé par ses camarades en raison de son héritage mixte indien, yaqui et mexicain, et a dû quitter l'école en 8e année pour aider sa famille. À 19 ans, Benavidez s'est engagé dans l'armée, servant dans la guerre de Corée avec la garde nationale du Texas. Il a épousé Hilaria, Lala, Coy Benavidez en 1959 et a terminé sa formation en parachutisme, étant affecté à la 82e division aéroportée. En 1966, le sergent Roy Benavidez était à l'hôpital après avoir marché sur une mine terrestre. Les médecins ont dit qu'il ne remarcherait plus. Envoyé au Vietnam en 1965 en tant que conseiller pour les troupes de l'armée de la République du Vietnam sur place. Benavidez menait seul une opération classifiée pour rassembler des preuves que les troupes nord-vietnamiennes se faisaient passer pour des Viet Cong. Alors qu'il patrouillait, déguisé en guerriero Viet Cong sur un sentier étroit, il a marché sur une mine. Un peu plus tard, un escadron de marines s'est tombé sur Benavidez. Ils ont d'abord pensé que c'était un piège, mais ont été surpris lorsqu'ils l'ont retourné et ont découvert que l'homme en pyjama Viet Cong était hispanique et portait des plaques d'identité de l'armée américaine. Il a été rapidement transporté à l'hôpital. 2 mois plus tard, Benavidez s'était rétabli et s'était réveillé à l'hôpital aux États-Unis. Ses souvenirs lui sont revenus. Le médecin lui a dit qu'il ne marcherait plus jamais. Sa colonne vertébrale était endommagée et son cerveau secoué dans son crâne. Cependant, depuis son fauteuil roulant, Benavidez implorait les médecins de le garder dans l'armée. L'armée était toute sa vie. Déterminé, Benavidez se levait de son lit, nuit après nuit, se traînant jusqu'au mur et mettant du poids sur ses jambes. Malgré la douleur, il a repoussé ses limites pendant des semaines, étonnant les médecins. 6 mois après, Roy Benavidez était sorti de l'hôpital à pied, soutenu par sa femme Lala. On lui avait promis un travail de bureau à Fort Bragg, en Caroline du Nord, mais déterminé, il s'est entraîné vigoureusement et s'est qualifié pour les forces spéciales, aussi connues comme les bérets verts. Il serait affecté au détachement B-56, 5e groupe des forces spéciales aéroportées, première force spéciale. 6 heures en enfer. C'était maintenant en 1968. Le sergent-chef Roy Benavidez, avec le nom de code Tango Mike Mike, était de retour au Vietnam et était hors service, assisté à l'église, mais son esprit était fixé sur le bavardage radio paniqué des lignes de front. À Loc Ninh, au Vietnam, près de la frontière cambodgienne, une équipe de reconnaissance des forces spéciales de 12 hommes, comprenant ses amis proches, le sergent de première classe Leroy Wright, le sergent-chef Lloyd Francis Mousseau, le spécialiste de 4e classe Ryan O'Connor, et 9 membres de la tribu montagnard qui faisaient partie du programme de défense irrégulière civile, où Civilian Irregular Defense Group était encerclé par un bataillon de 1000 soldats nord-vietnamiens aguerris. Tous les membres de l'unité avaient été blessés ou tués lors de combats précédents, et 3 des hélicoptères envoyés pour les secourir n'avaient pas pu les extraire en raison du feu ennemi intense. Les hélicoptères sont revenus criblés de balles. Michael Craig, le mitrailleur de porte de 19 ans, touché plusieurs fois, est mort dans les bras de Benavidez. Il était hors de question que Benavidez laisse ses amis dans la jungle. Benavidez a sauté sur un hélicoptère de retour qui rentrait, se portant volontaire si rapidement qu'il n'a pas eu le temps de prendre son M16. Il n'était donc armé que d'un couteau Bowie et de fournitures médicales. Benavidez a décrit cela comme entrer en pilote automatique. En atteignant la zone d'extraction, Benavidez a constaté que ses coéquipiers étaient trop grièvement blessés pour atteindre l'hélicoptère. Malgré les tirs ennemis intenses, forçant le pilote Larry McKibben à zigzaguer pour les éviter, il a réussi à fournir un tir de couverture. Benavidez a sauté avec un sac médical et a couru à travers la jungle vers les hommes blessés sous un feu ennemi intense, prenant un coup à la jambe, qu'il a d'abord cru être un buisson épineux. Il a trouvé Mousseau en premier, contre un arbre dont l'œil avait été tiré et pendait sur sa joue, mais était déterminé à continuer à riposter. Les Civilian Irregular Defense Group étaient dans une mare de sang et ont été soignés du mieux qu'ils pouvaient. Benavidez a traîné tout le monde dans une position défendable pour diriger leur feu sur l'ennemi et a fourni de la morphine aux blessés. Il a ensuite vu O'Connor et un interprète du Civilian Irregular Defense Group à qui il a fait signe de venir vers lui, mais les tirs ont recommencé et ils se sont mis à couvert. Une autre balle a ensuite touché Benavidez à la cuisse. Sous l'effet de l'adrénaline,
Il a activé la fumée verte de McKibben dans l'hélicoptère pour qu'ils viennent les secourir. Tandis que tous ceux qui pouvaient bouger montaient dans l'hélicoptère, il a tiré sur la ligne d'arbres avec un AK-47 qu'il avait ramassé pour couvrir O'Connor et l'interprète qui rampait vers l'hélicoptère. Benavidez cherchait maintenant le sergent-chef Leroy Wright, tué avec des renseignements sur lui qui ne devaient pas tomber aux mains ennemies. Benavidez a trouvé son corps et a commencé à le traîner vers l'hélicoptère quand il a été à nouveau touché, cette fois à l'estomac, et frappé dans le dos par des éclats d'une grenade proche, le mettant hors de combat. À son réveil, Benavidez a dû abandonner le corps de son ami décédé. Un désastre avait également frappé. L'hélicoptère s'était écrasé au sol à cause des tirs ennemis. Le pilote McKibben était mort. 5 hommes, dont Musso, ont survécu au crash, ainsi que O'Connor et l'interprète resté au sol. Benavidez a sorti les soldats des décombres, leur a administré de la morphine, sécurisé le périmètre du crash et appelé un soutien aérien des F-100 qui ont largué du napalm sur l'ennemi. Quand les avions ont manqué de carburant et ont dû partir, les tirs de mitrailleuses ennemies ont recommencé. Benavidez a donné une 3e injection de morphine à O'Connor et a reçu une autre balle dans la jambe. Leur position était encerclée par des soldats nord-vietnamiens. Cela semblait désespéré. Mais un hélicoptère est finalement venu à leur secours. Benavidez et son équipe ont porté et traîné les blessés dans l'hélicoptère, malgré le feu nourri des troupes de l'armée populaire du Vietnam qui ont même abattu 2 hommes dans le dos alors qu'ils rampaient vers l'appareil. Les blessures par éclat d'obus au visage avaient provoqué chez Benavidez une vision floue à cause du sang dans ses yeux. Lorsqu'il est allé chercher Musso, un soldat de l'armée populaire du Vietnam a frappé sa tête et la mâchoire de Benavidez avec son fusil et a lacéré son bras avec sa baïonnette. Il a crié à O'Connor de tirer, mais celui-ci était trop shooté à la morphine pour réagir. Benavidez a sorti son couteau Bowie et a tué le soldat de l'armée populaire du Vietnam en le poignardant. Il a ensuite traîné Musso jusqu'à l'hélico. Il a tué 2 autres soldats de l'armée populaire du Vietnam avec un AK-47 qui était hors de l'arc de tir du mitrailleur latéral de l'hélicoptère. Et puis il a fait un autre voyage pour récupérer l'interprète et détruire tout matériel classifié, avec du sang qui obscurcissait toujours sa vision. Ce n'est qu'alors qu'il a permis aux autres de le tirer dans l'hélicoptère, le dernier homme à quitter le champ de bataille. À ce moment-là, la balle qui avait touché son estomac avait exposé ses intestins qu'il essayait de retenir avec ses mains. L'hélicoptère, gravement touché et sans instrument restant, a réussi à décoller. Lorsqu'ils ont atterri, les blessés ont été déchargés et examinés un par un. Il s'est avéré que Benavidez avait même chargé 3 soldats ennemis morts dans l'hélicoptère, au cas où ils auraient des matériaux classifiés. Ils ont été écartés, tout comme Benavidez. Ils ne pouvaient ni bouger ni parler, à cause de la mâchoire cassée par la crosse du fusil. Le sang sur ses yeux les avait collés, et avec 37 blessures de baïonnettes, de balles et d'éclats d'obus sur tout son corps, il semblait mort. Le médecin a mis Roy dans un sac mortuaire, et a commencé à le fermer quand un ami l'a remarqué et a dit « C'est Roy! C'est Roy Benavidez !» Le médecin a dit qu'il n'y avait rien à faire, mais Benavidez a rassemblé ses dernières forces et a craché au visage du médecin, ce qui a amené le médecin à dire « Je pense qu'il s'en sortira ». Il a été transporté par avion au Japon pour une chirurgie intensive, puis au Brooke Army Medical Center à Fort Sam Houston, où il est resté près d'1 an. Roy Benavidez a survécu 6 heures en enfer et a sauvé 8 vies. Le commandant de Benavidez l'avait proposé pour la croix du service distingué parce que le processus d'attribution d'une médaille d'honneur aurait pris beaucoup plus de temps et il ne savait pas s'il allait survivre ou non avant de la recevoir. Enfin, le 24 février 1981, le président Ronald Reagan présenta à Roy Benavidez la médaille d'honneur. Reagan a dit que si l'histoire de son héroïsme était un scénario de film, vous ne le croiriez pas. Benavidez a dit « Les vrais héros sont ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Je n'aime pas qu'on me qualifie de héros. J'ai simplement fait ce pourquoi j'ai été formé. » Le sergent-chef Roy Benavidez est décédé le 29 novembre 1998, à l'âge de 63 ans. Mad Jack, l'homme 98, à l'âge de 63 ans. Mad Jack, l'homme qui a combattu avec un arc long et une épée, pendant la Seconde Guerre mondiale. John Malcolm Thorpe, Fleming Churchill est né à Hong Kong et a obtenu son diplôme de l'Académie militaire royale de Sandhurst en 1926.
Il gagnera plus tard le surnom de Mad Jack ou Fighting Jack pour avoir combattu avec un arc long, des cornemuses et une épée pendant la Seconde Guerre mondiale. Être stationné en Birmanie avec le régiment de Manchester dans l'armée britannique en temps de paix rendait Mad Jack agité. C'est pendant les années d'entre-deux-guerres, dans les années 30, qu'il maîtriserait les cornemuses et parcourrait tout le sous-continent indien à moto. En 1936, après avoir déménagé en Angleterre, Mad Jack quitta l'armée et devint mannequin et figurant de cinéma. Il s'entraînait aussi au tir à l'arc, devenant si doué qu'il représenta la Grande-Bretagne au championnat du monde de tir à l'arc en 1939. Lorsque la guerre éclata, Mad Jack retourna dans l'armée britannique et le régiment de Manchester en tant qu'officier et fut envoyé en France. Pendant la bataille de France en 1940, Mad Jack menait de petites incursions sur l'ennemi alors que la force expéditionnaire britannique battait en retraite face à l'avancée implacable des Allemands. Utilisant un arc long et une épée large écossaise comme arme de choix, il est devenu le seul soldat connu pour avoir abattu un ennemi avec un arc long pendant la guerre, avec une flèche barbelée. Interrogé sur son geste, il a répondu « Tout officier entrant en action sans son épée est mal habillé ». Lors de la retraite à Dunkerque, Mad Jack a été touché au cou par une balle. Interrogé sur la cause, il a répondu avec désinvolture « Mitrailleuse allemande ». Il remporta aussi la croix militaire du courage, après avoir secouru un officier britannique blessé lors d'une embuscade allemande. Après Dunkerque, Mad Jack a rejoint les commandos. Une fois formé, il a été déployé à Vadsø, en Norvège, en 1941, en tant que second du commando numéro 3 dans l'opération Archery. En quittant le bateau de débarquement, Mad Jack a joué March of the Cameron Men sur ses cornemuses, puis a mené ses hommes à terre avec sa large épée brandie dans les airs. La garnison allemande à Vadsø a été rapidement vaincue. Des prisonniers ont été capturés et l'artillerie et les navires ont été détruits sur l'île de Malway. Pour cette action, Mad Jack a reçu sa deuxième croix militaire. En 1943, en Italie, Mad Jack a dirigé 2 commandos avec pour objectif de détruire l'artillerie allemande et les postes d'observation dans la ville de Pidiletti. Malgré la bonne défense de la ville et son infériorité numérique, Mad Jack a organisé ses hommes en 6 colonnes parallèles qui, au lieu d'être discrètes, ont toutes crié « Commando !» Les cris provenant de toutes parts dans l'obscurité ont trompé les défenseurs allemands, leur faisant croire à une force ennemie bien plus importante. Dans cette escarmouche, les 50 hommes du commando No. 2 ont pris 136 prisonniers. Assisté par le caporal Raphael, Mad Jack a capturé 42 prisonniers allemands et une équipe de mortiers avec sa large épée. Après avoir conduit les prisonniers jusqu'aux lignes britanniques, il a dit « Je maintiens que tant que vous dites à un Allemand de manière forte et claire ce qu'il doit faire, si vous êtes son supérieur, il criera « Jawohl » et s'y mettra avec enthousiasme et efficacité, quelle que soit la situation. » Après avoir perdu la large épée dans un combat corps à corps, il est allé seul en ville la récupérer. En chemin, il a croisé une patrouille américaine allant vers l'ennemi dans la mauvaise direction. Il leur a dit qu'il ne reviendrait pas une 3e fois. En 1944, Mad Jack était en Yougoslavie, laissant les commandos britanniques, et maintenant, les partisans yougoslaves, attaquaient la colline vitale appelée Pointe 622, sur l'île de Brac, dans la mer Adriatique contre les Allemands. De lourdes pertes ont été causées, et bientôt Jack était seul et à court de munitions. Désespéré, Jack joua de la cornemuse jusqu'à ce qu'une grenade à fragmentation l'assomme et qu'il soit capturé par les Allemands. Il a d'abord été envoyé à Berlin pour être interrogé, car on pensait qu'en raison de son vrai nom, il était un parent du Premier ministre Winston Churchill, et ensuite envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen. Mais, en septembre 1944, Mad Jack et un officier de la Royal Air Force se sont échappés du camp, en rampant sous des fils barbelés à travers un drain abandonné, et se sont mis en route pour marcher jusqu'à la côte baltique, mais ont ensuite été capturés. Transféré dans un nouveau camp à Niederdorf en Autriche, Mad Jack s'est encore échappé en avril 1945 profitant d'une panne d'éclairage dans l'obscurité nocturne. Il a parcouru 150 miles à travers le terrain dangereux des Alpes, survivant grâce aux légumes qu'il avait libérés d'un jardin. 8 jours plus tard, avec une cheville foulée, il a trouvé une division américaine blindée et a été renvoyé en Angleterre. Frustré que la guerre en Europe soit presque finie, Jack s'est rendu dans le Pacifique pour combattre les Japonais en Birmanie. Mais à son arrivée, les bombes atomiques avaient été larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Mad Jack était tellement mécontent
Il a dit que sans ces maudits Yanks, ils auraient pu poursuivre la guerre pendant encore 10 ans. Après la guerre, Mad Jack a continué à chercher le danger, devenant parachutiste, puis transféré au Seaforth Highlander. En 1948, il était second commandant du 1er bataillon de l'infanterie légère des Highlands en Palestine. Lors d'une embuscade sur un convoi médical juif par les forces arabes, Mad Jack, avec seulement 12 hommes et en tenue militaire complète, a marché sous le feu jusqu'au convoi pour proposer son évacuation. « J'ai souri comme un fou d'un côté à l'autre », a-t-il dit, car les gens sont moins enclins à vous tirer dessus si vous leur souriez. Il coordonnera plus tard l'évacuation de 700 médecins, étudiants et patients juifs de l'hôpital situé au sommet du mont Scopus à Jérusalem. Mad Jack prendra sa retraite de l'armée en 1959 avec 2 distinctions de l'ordre du service distingué. Le Gourka qui a affronté 200 soldats avec une seule main. 1945, Seconde Guerre mondiale. À partir de 1944, les courants de la guerre changeaient pour l'armée japonaise en Birmanie. Commandés par le général Sir William Slim, les guérillas Chindits, les troupes américaines et les troupes chinoises ont forcé les forces japonaises à se replier constamment. Durant près d'1 an, les affrontements se sont déroulés dans les jungles infinies de Birmanie. Une unité qui a vu beaucoup d'actions en Birmanie était le 4e bataillon du 8e régiment de fusiliers Gorkhas. Il faisait partie de la 89e brigade indienne, qui a reçu l'ordre au printemps de 1945 de faire une manœuvre à travers le fleuve Irrawaddy pour couper la route de la première entrée. C'était le 12 mai 1945. Le 12 mai 1945, le 4e bataillon est arrivé au village de Taungta et y a établi le camp. Alors que la plupart de l'unité s'endormait, de petites positions avancées ont été établies pour protéger le camp contre les attaques surprises. Pendant la nuit, 200 soldats japonais ont décidé de surprendre les Gorkhas et de se frayer un chemin vers Tangdaung. La première ligne de défense qu'ils ont rencontrée était une petite tranchée occupée par l'Akiman Gurung et 2 autres soldats. Cette tranchée était située sur la route de la jungle, menant directement au camp. Si la position de Gurung était débordée, tout le camp aurait été en danger. À 1h20 du matin, des grenades japonaises ont commencé à tomber sur la tranchée de Gurung. Gurung a attrapé la première bombe tombée dans la tranchée et l'a renvoyée. Il a fait pareil pour la 2e, mais trop tard pour la 3e. Elle est tombée juste devant la tranchée et a explosé dans la main de Gurung lorsqu'il a tenté de la renvoyer, après s'être précipité pour la saisir. Sa main droite a été gravement endommagée. Des doigts ont été arrachés et toute sa main a été brisée. Des éclats brûlants ont atteint son visage, son corps et sa jambe droite. 2 autres soldats ont également été gravement blessés et complètement mis hors de combat. Mais pas Gurung. Il a sorti son couteau kukuri, l'a planté devant sa tranchée et a crié à l'ennemi, leur promettant qu'aucun d'entre eux ne passerait devant son couteau. Sans sa main droite et saignant partout, Gurung a continué à se battre. Il a pris son Lee Enfield à verrou et a commencé à tirer sur les soldats japonais qui essayaient de prendre d'assaut la position. Ils ont été accueillis par Gurung, maintenant manchot, qui a crié « Venez et combattez un Gourka ». Utilisant seulement sa main gauche pour recharger et tirer avec un fusil, Gurung attendait chaque soldat japonais qui approchait de sa tranchée pour les abattre. Pendant 4 heures entières, Gurung a tenu sa position seul, tuant chaque soldat ennemi qui s'approchait de lui. Convaincu de son destin funeste, il a choisi de mourir en combattant. Être un Gourka, reculer n'était pas une option. Tôt le matin, ses camarades ont secouru Gurung, qui avait perdu beaucoup de sang. 31 soldats japonais gisaient et morts devant son poste. Ces efforts ont inspiré d'autres soldats à repousser les vagues d'attaques japonaises pendant encore 2 nuits et 3 jours. Pour sa bravoure, Lakman Gurung a été décoré de la Croix de Victoria par le vice-roi de l'Inde, Lord Louis Mountbatten, lors d'un défilé au Fort Rouge à Delhi, le 19 décembre 1945. Les actions de Lakman Gurung au combat étaient un exemple de la bravoure et de l'engagement que les Gourkhas ont démontré pendant la Seconde Guerre mondiale. Même s'il avait perdu la vue de son œil droit et perdu sa main droite, Gurung continuait à servir avec les 8e Gourkhas. Après son service en 1947, il est retourné dans son village au Népal pour devenir agriculteur.
Le 12 décembre 2010, Lachiman Gurung est décédé à l'âge de 92 ans. Le pilote qui a abattu un avion avec un pistolet en parachutant. Le 31 mars 1943, 12 bombardiers B-24 Liberator des États-Unis du 7e groupe de bombardement a été déployé de leur base à Pandaveswar, en Inde, pour bombarder un pont à Pinmana, en Birmanie. Ce n'était pas une mission inhabituelle pour le 7e groupe de bombardement qui effectuait régulièrement des missions visant à perturber le ravitaillement japonais en Birmanie. En chemin, ils ont été soudainement interceptés par 13 chasseurs japonais Ki-43 pèlerins Faucon, qui ont impitoyablement déchiré la formation de bombardiers américains. Un des B-24 a été gravement endommagé et a pris feu, obligeant l'équipage à s'éjecter juste avant l'explosion de l'appareil. Alors que l'équipage descendait en parachute, les avions japonais ont mitraillé les Américains, tuant 2 d'entre eux. L'un des membres de l'équipage qui descendait en parachute sous une grêle de tirs ennemis était le copilote du bombardier, le sous-lieutenant Owen G. Baggett, qui a été touché et légèrement blessé au bras. Baggett blessé s'est écrasé au sol et s'est abrité dans les arbres avec un autre membre d'équipage alors que les avions japonais les mitraillaient. Plus tard ce jour-là, ils ont été capturés par les Japonais. Baggett a passé les 2 années suivantes dans des camps de prisonniers de guerre à Rangoon et Singapour. Nous pouvons tous considérer cela comme un fait, étant donné les documents officiels et témoignages qu'il étaye. Mais ce qui s'est passé pendant la descente du lieutenant Baggett vers le sol ne repose que sur son témoignage. Alors que Baggett descendait en parachute, il a été touché au bras pendant l'attaque impitoyable des avions japonais contre lui et son équipage. Baggett a fait le mort pour tromper les combattants ennemis et être laissé tranquille. Un pilote japonais a alors ralenti à environ 4000 pieds, avec sa verrière ouverte, et s'est approché de Baggett, qui pendait mollement. Baggett a saisi l'occasion pour sortir son pistolet automatique de service M 1911A1 et, en colère, a tiré 4 fois sur le pilote japonais exposé. Peu après, l'avion ennemi parut calé et piqué du nez. Mais dans tout le chaos, Baggett n'a pas vu ce qui lui était finalement arrivé. Baggett a prétendu qu'il ne savait pas qu'il avait soi-disant abattu l'avion jusqu'à un certain temps plus tard, quand le colonel américain Harry Melton a visité le camp de prisonniers où il était détenu. Melton a expliqué qu'un officier de renseignement japonais lui avait dit que le jour où Baggett avait été abattu, un Ki-43 de l'engagement s'était écrasé et avait brûlé, mais le pilote mort avait été éjecté de son avion. L'examen du corps a révélé que le pilote est mort d'une seule blessure par balle. Selon Baggett, le colonel Melton prévoyait de rédiger un rapport officiel sur l'incident, mais rien n'indique qu'il l'ait fait. Cela pourrait être facilement expliqué par le fait que plus tard, Melton était sur un navire de transport japonais, en route vers le Japon, lorsqu'il a été torpillé et coulé le 12 septembre 1944 par le United States Ship Sea Lion, un sous-marin américain. 2 jours après, lui et d'autres survivants dérivant sur un canot de sauvetage ont été mitraillés par un destroyer japonais. Aucune preuve n'atteste de la rencontre entre Baggett et Melton. C'était probable car ils étaient ensemble dans le camp de prisonniers de guerre de Singapour. Mais si ce n'était pas Baggett qui a abattu l'avion japonais, alors qui l'a fait? Car il n'y avait pas de chasseurs alliés dans la zone ce jour-là. Personne ne semblait envisager qu'il pourrait s'agir de tirs amis, peut-être de la part d'autres avions japonais surexcités visant les membres de l'équipage de Baggett sautant en parachute. L'histoire raconte que le colonel japonais affirmait catégoriquement que le pilote Owen Baggett avait tiré, sans expliquer comment il le savait. Il y a eu quelques divergences dans la reconstitution de l'histoire au fil des ans, mais elles ont été mineures, et elles ne détournent pas vraiment de l'histoire globale. Certains ont affirmé que Baggett utilisait un revolver plutôt qu'un semi-automatique, et qu'il était premier lieutenant, non second lieutenant. Et la divergence la plus courante était qu'il était souvent prétendu qu'il avait été attaqué par des Mitsubishi à 6M0, et non par des chasseurs Nakajima Ki-43, qui étaient dans la zone en même temps. Cela pourrait être facilement expliqué par le fait que les 2 avions se ressemblaient beaucoup, et que le Ki-43 était souvent pris pour un 0 par les pilotes américains. Le corps sans vie du pilote japonais, éjecté de son avion écrasé, aurait pu se produire, mais cela semble un peu tiré par les cheveux et pratique. Serait-il possible que le pilote ait survolé Baggett et ait simplement calé? Possible, mais improbable car le Ki-43 avait une vitesse de décrochage très basse comparée aux autres chasseurs.
C'était environ 72 miles par heure, contrairement au P-50 et un D Mustang, qui était de 100 miles par heure. De plus, le Ki-43 a été aperçu en vrille, soit hors de contrôle, soit après avoir calé. Si le décrochage était survenu entre 4000 et 5000 pieds, la procédure standard de l'école de pilotage enseigne aux pilotes comment s'en remettre, avec au moins 3000 pieds d'altitude restante. La verrière aurait-elle été ouverte ? Même en écartant la théorie selon laquelle la verrière était ouverte pour que le pilote puisse mieux regarder le corps supposément mort de Baguette flottant vers le bas, les pilotes avaient souvent leur verrière ouverte pour diverses raisons, comme pour aider à la navigation ou pour permettre une évacuation rapide en cas de combat. L'intérieur de l'avion pouvait être inconfortablement chaud, particulièrement dans le Pacifique pendant la guerre. L'arme à feu que Baguette aurait utilisée était le Colt M1000 911A1, qui était l'arme de défense personnelle standard, portée par les officiers américains de l'époque. Elle tirait avec un puissant calibre .45 dont le chargeur contenait 7 balles. C'était un semi-automatique, donc il pouvait tirer rapidement. Si l'avion venait en ligne droite, Baguette aurait pu toucher le pilote, mais sous un autre angle, cela aurait été beaucoup plus difficile, voire impossible. Est-ce que cela est déjà arrivé avant ? Il y a eu des récits, lors des premières phases de la Première Guerre mondiale, de pilotes échangeant des tirs l'un sur l'autre avec des pistolets et des fusils portatifs. Le 25 avril 1945, juste à la fin de la guerre en Europe, il y a eu une rencontre entre deux avions de reconnaissance non armés, un Storch allemand, Fi-156 et un Grasshopper américain L-4, et c'était l'un des tout derniers combats aériens de la guerre sur le front occidental. Comme le L-4 était non armé, le pilote et le copilote ont ouvert le feu avec leur semi-automatique 45 de service sur l'avion allemand, blessant l'un des membres de l'équipage allemand et les forçant à atterrir et à être capturés. Que s'est-il donc réellement passé en ce jour fatidique du 31 mars 1943 ? Baguette a-t-il tiré un coup de chance et abattu un chasseur ennemi ? Les preuves de cet événement remarquable ont-elles disparu dans le chaos de la guerre ? Ou était-ce simplement une histoire exagérée et transformée en légende urbaine après d'innombrables récits par les médias ? Léo Major, le scout borgne qui a libéré une ville entière par lui-même. Seconde Guerre mondiale. Dans la Seconde Guerre mondiale, pour l'effort canadien, un soldat se distingue de tous les autres. Léo Major, il était un franco-canadien de Montréal, Canada. En 1940, à l'âge de 19 ans, il a rejoint le régiment de la Chaudière de l'armée canadienne. Leur insigne souligne leur réputation de combattants féroces, composés de 2 mitrailleuses Vickers croisées, avec un castor au-dessus, soutenant une fleur de lys. Le soldat Léo Major a vu l'action pour la première fois lors du jour J en France, participant au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Aussitôt. Il s'est distingué comme un éclaireur derrière les lignes ennemies, capturant un véhicule allemand de communication rempli de livres de codes secrets. Il a ensuite forcé l'équipage capturé à conduire le Hanomag vers les lignes amies, mais a été ciblé par des canons anti-chars des troupes britanniques et canadiennes. Léo a dû monter sur le véhicule pour les faire cesser de tirer alors qu'ils se rapprochaient, et a plus tard remarqué combien il était heureux que les soldats britanniques et canadiens ne savaient pas comment tirer. Quand l'officier anglais a demandé à Léo de lui donner le Hanomag, il a refusé fermement, disant qu'un Québécois l'avait capturé et dont remis au régiment de la Chaudière. Quelques jours plus tard, en reconnaissance devant son unité, Léo est tombé sur une patrouille d'une unité d'élite de la Waffen-SS de façon imprévue. Dans la fusillade qui a suivi, Léo a tué 4 soldats ennemis, mais l'un d'eux, blessé à mort, a lancé une grenade au phosphore, endommageant gravement son œil gauche. Léo a ensuite été envoyé à un hôpital de campagne pour traitement. Léo a dû porter un cache-œil le temps que son œil guérisse, et a remarqué qu'il ressemblait à un pirate. Remarquablement, il a refusé d'être renvoyé chez lui, affirmant qu'un seul œil lui suffisait pour viser avec un fusil. Il est vite retourné en première ligne pour continuer son rôle d'éclaireur et de tireur d'élite dans son unité. Peu après son retour en service actif en octobre 1944, il a participé à la bataille du Scheldt en Hollande, 1 mois de combats acharnés et de débarquements amphibies. Un jour pendant cette bataille prolongée,
L'officier commandant de Léo lui avait ordonné de retrouver les 50 zombies qui avaient disparu en patrouille plus tôt. Zombie était un terme argot utilisé par les volontaires canadiens pour désigner les conscrits canadiens peu enthousiastes et inexpérimentés dans la guerre. Comme toujours, Léo effectuait la reconnaissance par lui-même, portant des baskets pitées au lieu de lourdes bottes. Il était profondément derrière les lignes ennemies, dans l'obscurité, sous une pluie glaciale, marmonnant pour lui-même. « Je suis gelé et mouillé à cause de toi, donc tu vas payer. » Trempé jusqu'aux os sans trouver les zombies, il est tombé sur une garnison de troupes régulières allemandes, dormant dans des tranchées qu'ils avaient creusées toute la journée. Remarquant un officier allemand qui ronflait, Léo le réveilla, pointant son pistolet mitrailleur Sten sur lui, puis lui fit signe d'ordonner à ses hommes de le suivre. Un soldat a levé son fusil et a été abattu par Léo, suivi de 3 autres qui ont rejoint la fusillade. Après cela, il a crié « Achtung! It handen hoch !» La garnison a rapidement décidé de se rendre à lui. Il a ensuite ramené à lui seul 93 soldats allemands aux lignes alliées. Mais en chemin, ils ont été attaqués par des troupes de la Waffen-SS qui maniaient une batterie d'artillerie d'un village voisin et qui étaient furieux que leurs compatriotes se rendent. Cela a profondément marqué Léo. L'unité de la Waffen-SS a réussi à tuer et à blesser un certain nombre de prisonniers allemands avant d'être repoussés par un char Sherman allié. Léo a ensuite remis 93 prisonniers allemands à son commandant sans voix. Pour son acte de bravoure, Léo a reçu la médaille de conduite distinguée, qui est la 2e plus haute distinction dans le Commonwealth britannique, la croix de Victoria étant la seule plus élevée. Mais, étonnamment, il a refusé la médaille, jugeant que le général Montgomery, qui devait la lui remettre, était incompétent et donc inapte à lui décerner cette récompense. En février 1945, alors que son unité combattait en Rhénanie en Allemagne, le transporteur de mitrailleuses Bren dans lequel Léo voyageait a heurté une mine, détruisant le véhicule et tuant tous ses occupants, sauf lui. Il a été gravement blessé, y compris 2 chevilles sévèrement fracturées, 4 côtes et son dos à 3 endroits. Léo a de nouveau refusé d'être renvoyé chez lui, et après un court séjour dans un hôpital belge, il est retourné dans son unité à temps pour leur dernière attaque pour débarrasser la Hollande de ses derniers occupants allemands. Ainsi, le 13 avril 1945, les Alliés se préparaient à attaquer la grande ville néerlandaise de Zwolle, mais n'étaient pas sûrs de la force ou du déploiement des forces allemandes dans la ville. Ce soir-là, Léo et son ami le caporal Willy Arsenault se sont portés volontaires pour reconnaître la zone. Et c'est quelque chose que Léo et Willy voulaient éviter. Lorsqu'ils ont approché la périphérie de la ville silencieuse, les Allemands ont repéré Willy après que son sac de grenades ait fait du bruit, et il a été tué par des tirs de mitrailleuses ennemies. Léo en a éliminé 2, mais les autres ont fui dans un véhicule. Il prit ensuite le Sten de son ami, des grenades supplémentaires, et déposa son corps sur le côté. Léo était tellement enragé qu'il a fait une débauche de violence en solo qui a duré toute la nuit, utilisant son pistolet mitrailleur et des sacs pleins de grenades. Il a détourné une voiture d'éclaireur allemande à proximité, désarmant le conducteur et prenant son MP40, ajoutant une 3e mitraillette à son inventaire. Léo s'est fait conduire à un hôtel, puis est allé dans un bar. Là, il désarma un officier allemand, qui pouvait parler français à Léo, et il le mit au courant que la ville allait être bombardée par l'artillerie canadienne, ce qui entraînerait des pertes militaires et civiles allemandes. L'officier a compris et, en toute bonne foi, Léo lui a rendu son pistolet, lui permettant de partir dans l'espoir qu'il évacuerait ses troupes, plutôt que de rassembler une attaque. Léo a circulé dans la ville pendant quelques heures, au beau milieu de la nuit, tirant sur toutes les unités allemandes qu'il rencontrait, lançant des grenades et faisant autant de bruit que possible en ville. Son but était de désorienter l'ennemi en lui faisant croire qu'ils étaient attaqués par une force alliée plus imposante qui assaillait la ville. Il a procédé en tuant ou en capturant des défenseurs allemands, alors qu'ils se déplaçaient de rue en rue, utilisant la rivière locale et l'église comme référence. Il avait suffisamment de prisonniers, généralement entre 8 et 10. Il les ramènerait aux lignes alliées et les déposerait, avant de retourner à la ville pour poursuivre son assaut en solo. On estime qu'il a fait cela environ 10 fois. Il a dû s'introduire dans 4 maisons civiles durant la nuit, pour se reposer. Malgré leur peur initiale face à son apparence, ils ont pris soin de Léo après avoir compris qu'il était canadien.
Durant son déchaînement, il a aussi attaqué et incendié le QG de la Gestapo, amplifiant le chaos. Puis, ayant trouvé le quartier général des SS, il a engagé une fusillade, abattant 4 officiers SS à l'intérieur. Plus tard, Léo a rencontré par hasard un groupe d'habitants de la ville. Cela comprenait un policier local du nom de Frick Kuiper. Tous ces hommes étaient secrètement membres de la résistance néerlandaise. Léo leur a ensuite dit que la ville avait été libérée. Puis le groupe a continué à prendre la mairie et à faire sortir les civils dans les rues. À 4h30 du matin, la garnison allemande avait fui la ville, et Léo avait libéré Zwolle, à lui seul. Léo a récupéré le corps de son ami Willy Arsenault, et est retourné à son unité, qui n'avait pas encore avancé dans la ville. Ce matin du 14 avril, les forces alliées sont entrées dans la ville sans qu'un coup de feu ne soit tiré et sans perte de vie civile due au bombardement prévu, grâce à l'extraordinaire bravoure de Léo la nuit précédente. Pour son héroïsme au-delà de l'appel du devoir, il a de nouveau reçu la médaille de conduite distinguée, et cette fois, il l'a acceptée. Après la guerre, Léo a quitté l'armée et est retourné à la vie civile pour reprendre son ancien métier de monteur de tuyaux. Avec le début de la guerre de Corée en 1950, l'armée canadienne a rejoint les forces des Nations Unies pour combattre l'invasion communiste chinoise et nord-coréenne de la Corée du Sud. Léo, un vétéran doté d'un ensemble de compétences spéciales, a été recruté pour rejoindre l'armée et devenir membre d'une équipe spéciale d'éclaireurs et de tireurs d'élite. Puis en novembre 1951, les communistes ont tenté de prendre un terrain hautement stratégique à seulement 40 miles de Séoul, la capitale sud-coréenne. Les combats se sont concentrés autour des collines 355, surnommées Petit Gibraltar, et 277. Les troupes chinoises l'avaient capturé des Américains, et Léo devait reprendre et tenir la colline. Les combats ont fait rage pendant des jours, et le commandant canadien, le lieutenant-colonel Jacques Dextraz, a déclaré, en cas d'attaque d'un bataillon, il n'y aura pas de retrait, pas de peloton submergé, et pas de panique. Pendant la bataille de 3 jours, Léo a commandé une unité de 18 hommes repoussant des divisions chinoises entières, sous de lourds bombardements d'artillerie et de mortiers. Bien qu'ayant reçu l'ordre de se retirer lors de la contre-attaque des divisions chinoises, Léo a refusé. Au lieu de cela, il a exigé que le capitaine Charlie Forbes, commandant du peloton de mortiers, fasse pleuvoir le feu sur l'ennemi. Le feu de mortier était si proche de Léo que le commandant entendait les explosions pendant que Léo parlait à la radio. Et c'était si intense que les canons de mortier se déformaient à cause de leur cadence de tir. Pour sa bravoure et son leadership sous le feu, Léo a reçu une autre médaille de conduite distinguée pour avoir capturé et tenu la colline clé. Léo était le seul Canadien à remporter la médaille de conduite distinguée. Et en 2008, à l'âge de 87 ans, il est décédé après avoir été marié pendant 57 ans et avoir eu 4 enfants. Douglas Barter, l'as de l'aviation sans jambes. Douglas Bader était un pilote de la Royal Air Force qui allait piloter des avions de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale sans ses jambes et revendiquer 22 victoires aériennes, devenant un as de l'aviation. Bader a rejoint la Royal Air Force en 1928 et a obtenu son diplôme en 1930 et fin 1931, à l'âge de 21 ans. Il a été affecté à un escadron volant sur des Bristol Bulldogs à l'aérodrome de Woodley, près de Reading. Pilotant le Bulldog, il a désobéi aux ordres en faisant des acrobaties aériennes et en volant en dessous de 2000 pieds. Néanmoins, Bader a réalisé une cascade aérienne pour montrer son habileté, ce qui a entraîné le crash de son avion. Ses 2 jambes ont été écrasées sous le bois tordu, la toile et le métal. Ne pouvant être sauvées, elles ont dû être amputées, l'une au-dessus du genou et l'autre en dessous. Ensuite, Bader a dû réapprendre à marcher avec des prothèses. Les médecins n'étaient pas optimistes quant à sa capacité à marcher sans canne, mais Bader était déterminé et il voulait voler à nouveau. Transféré à l'hôpital de la Royal Air Force de Uxbridge, Bader a acquis de nouvelles compétences avec ses prothèses de jambes. Il a appris à conduire une voiture de course, à jouer au golf, au tennis et à danser. Pendant cette période, il a également rencontré sa future épouse, Thelma.
De 1937 à 1939, avec la Seconde Guerre mondiale à l'horizon, Bader a demandé plusieurs fois à rejoindre la Royal Air Force, mais on lui a refusé des rôles de pilote, au motif qu'il n'était pas possible de l'intégrer avec son handicap. Le vice-marshal Khan a recommandé que Bader fasse l'école centrale de vol pour tester ses capacités, qu'il a réussi. Cela lui permettrait aussi de se familiariser avec les avions plus modernes. Bader a noté les améliorations considérables apportées aux avions. Les biplans avaient été remplacés par des monoplans à aile basse, comme le Hurricane et le Spitfire. Alors qu'il était à l'entraînement, Bader n'a pas pu s'empêcher de mettre l'avion à l'envers à 600 pieds. D'ici 1940, Bader serait affecté à l'escadron numéro 19 et placé dans le cockpit d'un Spitfire, entreprenant des missions de patrouille de convoi. Durant la drôle de guerre, il ne verrait guère d'action, mais bientôt, il serait affecté à l'escadron 222, où il verrait de l'action sur Dunkerque pendant la bataille de France, protégeant la marine royale et évacuant l'armée britannique de la Luftwaffe. Pendant ce combat, il a abattu un Messerschmitt Bf-109 et endommagé un bombardier Heinkel E-111. Bader a constaté que son handicap lui conférait un avantage unique lors des combats aériens en pilotant son avion. N'ayant pas de jambes, il était moins sensible aux effets de la force G pouvant causer l'évanouissement. Normalement, cela détournerait le sang du cerveau, causant une perte de conscience. Cela signifiait que Bader pouvait réaliser des manœuvres serrées sans s'évanouir. Cela signifiait que Bader pouvait effectuer des virages serrés et déjouer ses adversaires. Après Dunkerque, Bader a été transféré à l'escadron 242 et promu chef d'escadron. L'escadron canadien avait le moral bas suite aux lourdes pertes subies lors de la bataille de France. Au début, ils n'ont pas accueilli leur nouveau leader et ont été déconcertés par son handicap, mais il allait bientôt reconstruire le moral de l'escadron et les inspirer par son courage et son habileté. Ils participeraient à la bataille d'Angleterre et verraient une action majeure le 30 août 1940, lorsque l'escadron a abattu 12 avions ennemis, dont 2 ont été abattus par Bader. À la fin de 1940, avec la fin de la bataille d'Angleterre, le 242e escadron avait abattu 67 avions ennemis avec 5 pilotes tués en action. Bader quitterait l'escadron en mars 1941. Il a été promu Wing Commander et leader escortant les bombardiers, lors des raids de jour avec un Spitfire Mark V-A dans le cadre des opérations Circus. Affrontant les ennemis BF, un 09 avec son escadron, parfois à des hauteurs dangereusement basses, son score s'élèverait à 20 confirmés comme détruits plus 2 partagés. Le 8 août, Bader a remarqué une formation de 12 chasseurs ennemis et s'est jeté sur eux, en éliminant un et peut-être en entrant en collision avec un autre BF-109, ou abattu par celui-ci, en essayant de s'éjecter. Une des jambes artificielles de Bader était restée coincée. Cependant, il a réussi à s'échapper du cockpit juste à temps. Lorsqu'il a atterri, il a été capturé par les Allemands et emmené dans un hôpital à Saint-Omer en tant que prisonnier de guerre. Les Allemands avaient un grand respect pour Bader en raison de son courage à voler sans jambes. L'as de l'aviation Adolphe Galland a demandé aux Britanniques de larguer une jambe de remplacement pour Bader, ce qu'ils ont fait. Peu après, Bader a essayé de s'évader de l'hôpital en utilisant une corde faite de drap pour descendre par la fenêtre. Il est maintenant dans un camp de prisonniers de guerre dirigé par la Luftwaffe, connu sous le nom de Stalag Luft 3. Après de nombreuses tentatives d'évasion, les gardes allemands du camp menacèrent de lui retirer ses prothèses de jambes. En 1942, alors qu'il était au Stalag Luft 8B, Bader et plusieurs autres ont tenté de s'échapper, mais l'alarme a été déclenchée lorsqu'un officier de la Luftwaffe est venu rendre visite à Bader et a vu qu'il n'était pas là. Il a été rapidement recapturé. Il a ensuite été transféré au château de Colditz, réputé inévadable, le 18 août 1942, où il passerait le reste de la guerre, et le 15 avril 1945, la prison a été libérée, et Bader a été libéré par les troupes américaines. Larry Thorne, le soldat des 3 armées. C'était le 18 octobre 1965. L'ancien hélicoptère H-34 de l'armée de l'air du Vietnam du Sud s'accrochait étroitement au terrain montagneux du district de Phuoc Son au Vietnam. Comme les Français et les Américains l'avaient découvert, cette bête de somme fiable mais ancienne était mal adaptée au combat en première ligne à cause de sa lenteur et de sa grande taille. Mais peut-être le plus significatif de tous, sa peau de magnésium était sujette à des incendies très intenses et mortels en cas de frappe.
Malgré leurs meilleurs efforts, les équipes de secours n'ont pas pu localiser l'hélicoptère abattu et son équipage ou les soldats des forces spéciales à bord. Ce n'est que plus de 30 ans plus tard que le site du crash de l'hélicoptère a été trouvé. Il a été conclu que l'hélicoptère s'était écrasé contre le flanc d'une montagne en volant au ras du sol. Parmi les restes retrouvés sur le site se trouvait celui d'un officier américain qui était le chef d'équipe de la mission. C'était le capitaine Larry Thorne, un conseiller militaire américain, qui avait également été un commandant dans la Waffen-SS allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, un soldat décoré, et ses récompenses comprenaient la Croix de fer allemande, 2e classe, une médaille de la Légion du mérite américaine, et la plus haute des récompenses finlandaises, la Croix de Mannheim. Qui était cet homme ? Il n'était pas initialement américain, il ne s'appelait pas Larry Thorne à l'origine. En fait, son vrai nom était Lauri Törni, et il est aumôné à Viipuri, en Finlande, le 28 mai 1919. 2 ans avant sa naissance, la chute de l'Empire russe a permis à la Finlande de devenir une nouvelle nation indépendante. La ville natale de Lauri se trouvait à la frontière même avec l'Union soviétique, et au cours des 2 décennies suivantes, l'Union soviétique s'est de plus en plus intéressée à l'annexion de la Finlande. En 1938, Lauri a rejoint le 4e bataillon d'infanterie de chasseurs indépendants finlandais, à l'âge de 19 ans. Ce n'était pas une unité ordinaire. C'était une unité CC qui était des experts en sabotage et en guérilla, ainsi qu'en reconnaissance à longue portée. Ils devaient pénétrer profondément derrière les lignes ennemies, souvent pour recueillir des renseignements, opérant à partir de positions dissimulées. Ils effectuèrent parfois des embuscades en bord de route, étant même utilisés pour traquer et détruire les forces spéciales ennemies. Plus tard, en 1939, l'Union soviétique a lancé une attaque non provoquée contre la Finlande, appelée la guerre d'hiver. Combattant dans l'armée finlandaise, le bataillon de Lauri était basé à Kiviniemi lorsque la guerre a commencé. Responsable de la protection de la ligne ferroviaire stratégique Leningrad-Kitola. Après avoir réalisé que l'armée rouge déferlait sur la frontière finno-soviétique, le bataillon de Lauri a été redéployé pour défendre le vaste lac Ladoga. Le lac était le plus grand d'Europe et avait été partagé par les Finlandais et l'Union soviétique depuis 1918 et avait toujours été une zone de haute tension entre les 2 nations. L'armée rouge a attaqué la région avec des nombres écrasants, mais ils étaient en mal équipés, manquant d'équipements d'hiver adéquats. Leurs chars étaient également toujours peints en vert olive, et leur infanterie portait encore des manteaux bruns, car leurs vêtements d'hiver camouflés n'étaient non pas encore arrivés. Le bataillon de Lauri a repoussé et encerclé un grand nombre de troupes de l'armée rouge à Lemeti, sur la partie nord du lac. Le bataillon de Lauri et le temps hivernal sous forme d'engelures ont infligé d'énormes pertes aux divisions de l'armée rouge encerclées là-bas. Lauri a pris le commandement de la défense de Sugarloaf Hill, une colline qui devait être tenue contre les forces ennemies, afin de maintenir les renforts finlandais. Le QG finlandais ne pouvant contacter les défenseurs, Lauri a utilisé ses skis pour se faufiler au-delà des positions soviétiques et rétablir les communications. Lauri a ensuite pris le commandement d'un groupe de Finlandais de langue suédoise démoralisés, défendant une position clé, transmettant des ordres par des gestes, des cris et des coups, parce qu'ils ne parlaient pas suédois. La performance courageuse de Lauri lors de cet engagement a attiré l'attention de ses supérieurs, et il a été promu au grade de sous-lieutenant. Mais cela n'a servi à rien, car c'était une guerre courte et sanglante de plus de 100 jours. En fin de compte, la Finlande a dû céder 11% de son territoire, mais c'était une victoire en demi-teinte pour l'Union soviétique. Ils ont été expulsés de la Ligue des Nations, leurs pertes étaient stupéfiantes, et beaucoup, dont Adolf Hitler, considéraient désormais l'armée soviétique comme faible et inefficace. En juin 1941, Lauri est allé s'entraîner avec la Waffen-SS en Autriche pendant 7 semaines pour acquérir d'autres compétences spécialisées, car à cette époque, l'Allemagne nazie était un allié solide de la Finlande. Pendant la formation, il portait un uniforme de la Waffen-SS avec le grade d'Untersturmführer, ou chef de tempête junior. Ignorant des implications politiques, son serment de loyauté même après la mort le hanterait plus tard dans les années à venir. Sa ville natale était maintenant du côté soviétique de la frontière, tout comme l'était toute la région du lac Ladoga qu'il avait tant lutté pour protéger. Les casernes de Kiviniemi étaient désormais aux mains des soviétiques. Le 22 juin 1941, les Allemands ont lancé l'opération Barbarossa, l'attaque surprise sur l'Union soviétique. 3 jours après, les Finlandais ont aussi attaqué, déclenchant la guerre de continuation.
Laurie était de retour en Finlande, à la tête d'une unité blindée équipée de chars et de véhicules soviétiques capturés. La Finlande ne participerait pas à la conquête allemande, avançant seulement jusqu'à ses territoires perdus pendant la guerre d'hiver. Le 23 mars 1942, Laurie faisait du ski derrière les lignes ennemies quand il a skié sur une mine à éclats amis en essayant de capturer des prisonniers ennemis. Après une hospitalisation et une récupération, il est reparti au front, sans autorisation, au lieu de prendre un congé à domicile. À ce moment-là, le conflit était tombé dans une guerre de tranchées statiques, et l'unité de Laurie avait pour mission de contrer la guérilla et le contre-espionnage contre les unités spéciales soviétiques qui étaient derrière les lignes ennemies. Plus tard, il mènerait des actions agressives en s'infiltrant derrière les lignes soviétiques, attaquant les QG de l'armée rouge et les sites de communication. En janvier 1943, les supérieurs de Laurie, impressionnés, lui ont confié le commandement d'une unité d'infanterie de frappe profonde, plus tard connue sous le nom de détachement Turney. Avec la promesse de meilleures rations et d'un combat plus actif pendant ce qui était devenu une guerre de tranchées, il a reçu d'innombrables volontaires enthousiastes. Avec des critères stricts d'agressivité, d'endurance physique et de bonne précision de tir, il a rejeté ceux qui étaient inaptes et a choisi les meilleurs hommes. Il prendrait part au sabotage, à la capture de prisonniers et à la collecte de renseignements derrière les lignes soviétiques. L'unité de Laurie a utilisé des barques lors d'une mission pour se positionner. Ils ont piégé un camion soviétique et ont récupéré un sac de renseignements. Lorsqu'un deuxième camion est apparu soudainement, ils sont passés au corps à corps avec des couteaux Puukko et des haches. Les troupes soviétiques ont renforcé leur position, forçant les Raiders de Laurie à s'enfuir dans la forêt, évitant les patrouilles pour retourner à leur bateau. Laurie avait veillé à ce que chaque homme connaisse les renseignements sur l'ennemi, au cas où un seul d'entre eux s'en sortirait vivant. L'unité remporta plusieurs escarmouches de frappe et fuites opérées depuis un camp de base situé en territoire soviétique. Ils ont également appris à utiliser les armes ennemies, créant de la confusion lors des combats et rendant les munitions abondantes, car ils opéraient en profondeur sur le territoire de l'armée rouge. Laurie et ses hommes ont rapidement acquis une réputation redoutable pour leur bravoure et leur chaos, à tel point que les soviétiques ont mis une prime de 3 millions de marks finlandais sur sa tête, car ils le craignaient tellement. En juin 1944, la guerre était presque perdue pour les Finlandais. Malgré leur victoire, presque tout était perdu pour les Finlandais, malgré victoire après victoire. Pour son courage exceptionnel et son leadership pendant la bataille, Laurie a reçu la croix de Mannerheim le 9 juillet 1944. En septembre 1944, les Finlandais ont négocié le meilleur accord possible avec l'armée finlandaise qui se démobilisait, y compris Laurie, qui était maintenant capitaine. Ainsi, en novembre 1944, Laurie se retrouva civil, sans emploi, et son pays forcé à un armistice humiliant. Encore une fois, ils ont dû céder du territoire et verser des réparations à l'Union soviétique. De plus, des membres clés de la guerre finlandaise ont été jugés. Laurie, ancien combattant de l'armée allemande, a intégré la résistance finlandaise pour contrer une éventuelle occupation soviétique complète de la Finlande. En 1945, il est parti en Allemagne pour une formation dans le but de revenir former la résistance, mais il a finalement rejoint l'armée allemande. Il avait secrètement embarqué à bord d'un sous-marin et avait pris le pseudonyme de Laurie Lane pour cacher le fait qu'il s'impliquait avec les Allemands. Pendant sa formation, le front allemand à l'est s'est effondré et l'armée rouge était aux frontières de l'Allemagne. Sans navire restant, Laurie ne pouvait pas retourner en Finlande, alors il a pensé qu'il pourrait combattre les soviétiques en rejoignant une bande hétéroclite d'Allemands, et on lui a donné le grade de capitaine. Laurie a utilisé les mêmes tactiques qu'il avait employées avec succès contre les soviétiques en Finlande. Un officier finlandais nommé Jallo Korpela l'a également rejoint. Bientôt, il s'est fait une réputation de bravoure, et ses hommes le suivaient loyalement, même si sa maîtrise de l'allemand était médiocre. En mars 1945, l'armée allemande a été vaincue. Laurie et ses hommes se battaient pour leur vie et ont décidé de se diriger vers l'ouest pendant qu'ils le pouvaient encore. C'était pour éviter le terrible sort de tomber entre les mains de l'armée rouge. Après le jour de la victoire en Europe, Laurie et ses hommes se sont retrouvés en territoire ennemi. Laurie a encore réalisé un exploit exceptionnel. Il a conduit son unité dans l'ouest de l'Allemagne et il s'est rendu avec ses hommes aux Britanniques à Lübeck. En faisant cela, le Finlandais s'est sauvé lui-même et les hommes de son unité de nombreuses années de captivité en Sibérie. Laurie a fini par être placé dans un camp de prisonniers de guerre à Lübeck, en Allemagne.
Il craignait d'être remis aux soviétiques en raison de son rôle dans la guerre de continuation, ou qu'il découvre son implication dans la Waffen-SS. Quelques mois plus tard, en juin 1945, il s'échappe du camp avec Jalo Korpela et retourne en Finlande. Il a été arrêté par la police d'État finlandaise, mais s'est rapidement échappé. Lauri a ensuite été arrêté à nouveau, en juin 1946, et jugé pour trahison, pour avoir rejoint l'armée allemande, alors que la Finlande avait signé un traité de paix avec les soviétiques. Il a été condamné à 6 ans de prison. Pendant son séjour en prison, il a fait plusieurs tentatives d'évasion, qui ont toutes échoué. Sa dernière tentative a été d'utiliser un grappin fait de draps et de débris de l'atelier de métallurgie. Il a été gracié par le président finlandais en décembre 1948 et libéré. Malheureux et désillusionné, Lauri est allé en Suède en 1949 sous le faux nom d'Elino Morski. Il a fini au Venezuela, et en 1950, il a trouvé du travail sur un cargo suédois, le MS Skagen. Quelques mois plus tard, au large de l'Alabama, il a sauté du navire et nagé jusqu'à la côte. Il a été réduit à faire des travaux de menuiserie et de nettoyage, et en 1953, il a obtenu un visa de résidence. Soldat de l'armée américaine, en 1954, à 35 ans, il a rejoint l'armée des États-Unis, adoptant le nom de Larry Thorne. Même s'il était une recrue, son expérience se démarquait grandement par rapport aux autres hommes. Ses capacités naturelles de leadership lui ont valu une promotion rapide, et il a été nommé premier lieutenant en 1957, puis capitaine en 1960. Il a été en poste en Allemagne de l'Ouest de 1950 à 1962. Durant cette période, il a eu des ennuis en s'impliquant dans une bagarre dans un bar. Grâce à un officier finlandais, Larry a été transféré au 10e groupe des forces spéciales. Il a pu utiliser son expérience pour enseigner le ski, la survie, l'alpinisme et les tactiques de guérilla, et a lui-même acquis de nouvelles compétences à l'école aéroportée. En janvier 1962, Larry a été envoyé dans les montagnes Zagros d'Iran, à la tête de son équipe, où il a réussi sa mission de détruire le matériel top secret d'un avion des États-Unis écrasé. Il a été envoyé au Vietnam du Sud pour aider à former les unités du groupe de défense civile irrégulière local. Dans une fusillade particulièrement vicieuse, Tin Bien, près de la frontière cambodgienne, il a reçu 2 Purple Hearts et une étoile de bronze pour sa bravoure. Le Viet Cong a attaqué sa base en force et a franchi le périmètre extérieur, faisant presque submerger la zone. Sans sa détermination, la base aurait été perdue. On dit que dans le livre de Robin Moore, Les Bérets Verts, le capitaine Steve Corny est basé sur Larry Thorne. De retour aux États-Unis, au lieu de prendre sa retraite, Larry s'est porté volontaire pour une 2e tournée de service. Au cours de sa 2e tournée de service le 18 octobre 1965, Larry a été mis à la tête d'une unité spéciale des forces spéciales ultra secrètes appelée Military Assistance Command, Vietnam Studies and Observations Group, essayant de localiser les points de retournement du Viet Cong le long de la piste Ho Chi Minh, lorsque son hélicoptère s'est écrasé dans les montagnes et qu'il a été tué. Ses restes sont restés non découverts pendant plus de 30 ans. Larry a reçu la croix de l'aviateur distingué et a été promu major à titre posthume. Son nom est honoré sur le mémorial des vétérans du Vietnam à Washington District de Columbia, et en 2003, ses restes ont été ramenés en Amérique. Il a été enterré avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington en Virginie. George Herbert Walker Bush, le président qui a évité d'être mangé par des cannibales pendant la Seconde Guerre mondiale. George Herbert Walker Bush était le dernier président des États-Unis, qui a servi au combat. Il y avait un certain nombre de ses prédécesseurs qui ont également payé leurs dettes envers le pays. Mais l'expérience de George Bush était complètement unique. Il a réussi à échapper à la mort horrible d'être mangé par des soldats japonais. Lorsque les forces japonaises ont attaqué Pearl Harbor le 7 décembre 1941, George Bush n'était qu'un adolescent de 17 ans. Il fréquentait la dernière année de l'école préparatoire universitaire Phillips Academy à Andover, Massachusetts. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, le peuple des États-Unis a connu un élan de patriotisme. C'était le même cas pour le jeune Bush, qui voulait s'engager le plus tôt possible pour pouvoir servir son pays. Comme il était encore mineur, sa première idée était de s'engager au Canada, mais il a changé d'avis en raison de son fort désir de servir en tant qu'aviateur.
Après l'obtention de son diplôme à 18 ans le 13 juin 1942, George Bush s'est engagé dans la réserve navale des États-Unis. Un an après son adhésion à la marine, il a été nommé enseigne. Beaucoup croyaient à l'époque qu'il était le plus jeune pilote de la marine des États-Unis, car il n'avait que 19 ans. Au printemps 1944, il fut rapidement envoyé comme pilote sur le porte-avions léger United States Ship San Jacinto. Il est arrivé juste à temps pour participer à la campagne de saut d'île contre les îles tenues par les Japonais dans le Pacifique. Encore un jeune homme, George Bush, est devenu un pilote expérimenté après avoir combattu sur les îles Marcus et Wake. Il a aussi pris part à l'une des plus grandes batailles aériennes de la guerre, la bataille de la mer des Philippines, en juin 1944. Lors du dernier jour de combat, Bush a dû amérir son avion après sa mission. C'était son premier crash pendant la guerre. Heureusement, lui et son équipage ont été secourus par le destroyer United States Ship. Le second, en revanche, était bien plus tragique. Alors que les forces américaines avançaient vers le nord sur le Pacifique, elles ont commencé une campagne sur les îles Bonin, en août 1944. C'était le même mois où George Herbert Walker Bush a été promu lieutenant junior. Le 2 septembre, Bush a reçu l'ordre de voler en groupe avec 3 autres bombardiers vers l'île de Chichijima. Leur mission était de détruire une tour de radio très importante qui se trouvait sur l'île. Dès qu'ils sont apparus dans le ciel au-dessus de l'île, ils ont été attaqués par la forte défense anti-aérienne. L'avion de Bush a été touché lorsqu'il a entamé son piqué vers la cible. Négligeant le fait que son avion était en feu et que tout le cockpit était rempli de fumée, Bush a continué à plonger jusqu'à ce qu'il réalise que les bombes avaient touché et endommagé la tour de radio. Ce n'est qu'alors qu'il a dirigé son avion en flammes vers l'United States Ship San Jacinto. Une fois loin de l'île, Bush et 2 autres membres d'équipage ont sauté de l'avion. En descendant, Bush a observé son avion toucher l'eau et disparaître dans les vagues. Peu après avoir touché l'eau, sa lutte a commencé. Vêtu d'une combinaison de vol lourde et trempée, la tête blessée et les yeux brûlés par la fumée du cockpit, Bush a lutté pour rester à la surface. Sa chance était d'avoir atterri près d'un radeau de sauvetage. Après l'avoir attrapé et gonflé, il est monté dedans. La malchance était que les vents le poussaient de plus en plus près de l'île tenue par les Japonais. Donc Bush a dû pagayer avec ses bras pour rester le plus loin possible. À un moment, les Japonais ont tenté de le capturer en envoyant des bateaux, mais des avions de chasse américains les ont repoussés. George a flotté sur son radeau pendant 4 heures, protégé par des avions de chasse qui survolaient sa tête. Finalement, il a été sauvé par le sous-marin de sauvetage United States Ship Finbeck. D'autres aviateurs abattus ont sauté en parachute pour s'échapper, mais avec moins de succès. Ces 8 aviateurs qui ont été capturés ont subi de graves tortures de la part de l'escadron japonais sur l'île. Ils ont été battus ou poignardés avec des bâtons de bambou tranchants, puis tués. Le plus horrifiant était que 4 de leurs corps ont servi à préparer un repas pour les officiers japonais. Par le souhait du major Matoba, le chirurgien Teraki a retiré le foie de l'un des pilotes morts américains et l'a remis au cuisinier. Il l'a ensuite préparé avec de la sauce soja et des légumes et l'a servi en petits morceaux sur des bâtonnets de bambou. Le major Matoba et d'autres officiers, dont le général Yoshio Tachibana, commandant de l'île, ont festoyé avec ce repas macabre arrosé de saké. Ils pensaient que c'était un bon remède pour l'estomac. Le même festin a été répété avec les parties du corps de 3 autres aviateurs. À l'époque, Bush ne savait rien de ce crime qui a été gardé secret, même si les exécuteurs ont finalement été jugés en 1946. Ce n'est qu'en 2003, et l'étude publiée dans le livre Flyboys, A True Story of Courage, que George Herbert Walker Bush et l'ensemble du public ont appris le terrible destin des aviateurs capturés. En novembre 1944, Bush est retourné sur l'United States Ship San Jacinto pour poursuivre les combats aux Philippines. Après quelques mois, son unité est rentrée aux États-Unis suite à de lourdes pertes, et en septembre 1945, George H.W. Bush a été honorablement libéré de ses fonctions. Bien qu'il ait effectué 58 missions de combat, eu 126 atterrissages sur porte-avions et 1228 heures de vol, la mission au-dessus de l'île de Chichijima était celle qui lui a valu la croix de l'aviateur distingué. Comme il l'a affirmé plus tard, ce sont des moments qu'il a gardés en mémoire à jamais. Le soldat, qui s'est jeté sur une grenade,
le sergent-major Osborne. Un sacrifice héroïque. La défense de Hong Kong. 1941. Lors de la défense de Hong Kong, le matin du 19 décembre 1941, une compagnie de grenadiers de Winnipeg a été séparée lors d'une attaque sur le mont Butler, sur l'île de Hong Kong. La compagnie était dirigée par le sergent-major John Robert Osborne. Né à Fulton, Norfolk, Angleterre, il a servi dans la réserve de volontaires de la Marine royale pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il a déménagé au Canada à Wapella, Saskatchewan, où il a été agriculteur pendant 2 ans. Il a ensuite déménagé à Winnipeg, Manitoba. Après avoir travaillé pour le chemin de fer canadien Pacifique, il a rejoint les grenadiers de Winnipeg en 1933. En septembre 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, les grenadiers de Winnipeg ont été appelés au devoir, servant de garnison en Jamaïque. Le 27 octobre 1941, les recrues inexpérimentées des grenadiers de Winnipeg ont navigué vers Hong Kong, sous les ordres britanniques, pour renforcer la garnison là-bas, en préparation d'une invasion japonaise imminente. Osborne était désormais sergent-major de la compagnie A du 1er bataillon. Une partie de la compagnie des grenadiers de Winnipeg, dirigée par le sergent-major Osborne, a fait une charge à la baïonnette sur le mont Butler, capturant la colline escarpée. Résistant pendant 3 heures aux contre-attaques japonaises, le nombre bientôt écrasant d'ennemis a ouvert un flanc non défendu. Osborne et son groupe se préparèrent pour le retrait. Alors que le groupe rejoignait la compagnie, il a affronté l'ennemi seul sous un feu nourri de fusils et de mitrailleuses ennemies, tout en aidant les retardataires à atteindre la nouvelle position de la compagnie. C'était l'après-midi, et la compagnie s'est retrouvée coupée du bataillon. Les Canadiens étaient maintenant complètement encerclés par les forces ennemies, qui étaient si proches qu'elles étaient à portée de lancer de grenades. La situation était désespérée. Les soldats japonais ont lancé plusieurs grenades sur la position canadienne, mais Osborne les a ramassées et renvoyées pour protéger ses camarades. Mais une grenade a atterri là où il serait impossible de la ramasser et de la lancer à temps. Osborne a pris une décision en un instant. Il a crié un avertissement, poussé un camarade hors du chemin, et s'est jeté sur la grenade ennemie, qui a explosé et l'a tué instantanément. Il avait 42 ans. Cette action a sauvé la vie de ses camarades, défendant désespérément la position. La compagnie a maintenu une défense contre un ennemi écrasant pendant 8h30, avec 60 victimes et quelques survivants pris en otage. Le sergent-major Osborne a fait preuve des plus hautes qualités d'héroïsme et de sacrifice de soi, devenant le premier Canadien à recevoir la croix de Victoria lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a reçue à titre posthume. Il a également été la seule personne à recevoir une croix de Victoria pour la bataille de Hong Kong. Il est commémoré par une plaque sur une statue d'un soldat anonyme de la Première Guerre mondiale située dans le parc de Hong Kong. Le médecin qui a combattu une guerre sans armes. Desmond Doss n'était pas un héros ordinaire. Il deviendrait récipiendaire de la médaille d'honneur, la plus haute et la plus prestigieuse distinction militaire des États-Unis d'Amérique, en tant que médecin de combat qui a sauvé la vie de nombreux de ses camarades au combat sans tirer un seul coup de feu. Car il n'avait pas pris d'armes à cause de ses croyances religieuses. Desmond Doss est né en 1919 dans l'État de Virginie, et a été élevé en tant qu'adventiste du 7e jour strict, une dénomination chrétienne qui croyait que le samedi était le sabbat, et que le second avènement de Jésus-Christ était imminent. Il croyait aussi fermement en la non-violence, et à une alimentation saine, souvent végétarienne. Doss a été élevé avec une croyance stricte dans la Bible, et quand il s'agissait des 10 commandements, il les considérait comme les valeurs fondamentales de la façon de mener sa vie. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, il était en conflit car il pensait que tuer un autre être humain sous n'importe quelle circonstance était mal. Déjà menuisier au chantier naval de Newport News, il s'est engagé dans l'armée américaine le 1er avril 1942. Il aurait pu demander un sursis, mais il voulait accomplir son devoir patriotique. Il a été affecté à une unité d'infanterie, la 77e division, et supposait que sa classification en tant qu'objecteur de conscience ne l'obligerait pas à porter une arme. Pour Doss, un commandement de la Bible lui était resté le plus en mémoire. Tu ne tueras point. Il s'interrogeait sur son affectation en tant que fusilier plutôt que dans un rôle médical.
Son officier supérieur a essayé de pousser Doss à porter une arme car il pensa qu'il serait plus un fardeau qu'un atout au combat, mais Doss a refusé. Fait intéressant, même pour les médecins, ce que Doss deviendrait plus tard. Il était courant à l'époque de porter soit un pistolet M1911A1, soit une carabine M1 à des fins d'autodéfense. Les règles stipulent qu'un médecin en vertu de la Convention de Genève n'est pas interdit de porter une arme, mais si un médecin tire avec son arme, il cesse d'être classé comme médecin, et peut donc être légitimement pris pour cible par l'ennemi. Le chapelain régimentaire, le capitaine Stanley, comprendrait bientôt les protestations de Doss et l'aiderait à passer de tireur d'élite à la formation médicale. Pour empirer les choses, ses camarades soldats se moquèrent de sa foi lorsqu'il lisait quotidiennement la Bible et respectait scrupuleusement la tradition adventiste du 7e jour d'aller à l'église chaque samedi. Doss demandait constamment à être autorisé à prendre congé le samedi plutôt que le dimanche, afin de suivre ses croyances adventistes selon lesquelles le samedi devait être observé comme le sabbat. Finalement, le capitaine Stanley a soulevé cette question auprès du QG de la division. Il a été décidé que les soldats adventistes auraient le samedi de congé, comme les autres hommes avaient le dimanche. Cela l'a rendu Doss encore plus impopulaire auprès de ses camarades soldats, car on considérait qu'il avait la vie facile. Comme il avait le samedi de congé, personne n'était sur la base le dimanche pour le voir faire des efforts supplémentaires. Les autres soldats résumaient le sentiment de la compagnie à son égard et à ses samedis de congé, se plaignant « Tu as plus de permission que le général ». Comme Doss était un végétarien strict à une époque où c'était inhabituel, cela signifiait que le reste de l'unité regardait Doss avec une telle méfiance et hostilité qu'un homme de son unité l'a même averti de manière sinistre. « Quand nous irons au combat Doss, tu ne reviendras pas vivant, je vais te tirer dessus moi-même. » Doss est finalement devenu un médecin de combat de l'armée en disant « Alors que d'autres prennent la vie, je la sauverai. » Le tournant pour Doss et sa relation avec sa compagnie est venu avec leur première marche de 25 miles avec sac à dos complet et fusil, quelque chose qu'ils étaient censés accomplir en 8 heures. Les autres soldats pensaient que Doss l'aurait facile car il ne porterait pas de fusil ou de munitions ce jour-là, mais ces 2 sacs médicaux en toile étaient presque aussi lourds et beaucoup plus difficiles à porter que n'importe quel fusil. Alors que la marche avançait, les hommes souffrirent d'épuisement. Nombreux avaient les pieds cloqués et de la déshydratation. Certains ont perdu connaissance. Et tout le temps, il y avait Doss, toujours prêt à aider. À la fin de la marche, il a insisté pour vérifier les pieds de chacun et prodiguer les soins nécessaires. À la fin de cette journée, il avait gagné le respect de toute son unité pour son dévouement infatigable à son devoir. Pour la première fois, il a été traité comme l'un des leurs. En tant que médecin de combat qualifié, Doss était désormais responsable de fournir les premiers soins et les soins de traumatologie sur le champ de bataille. Et être là avec eux, sur la ligne de front à tout moment. Cela allait bientôt se produire, car la 77e division avait eu sa première expérience de combat le 11 mai 1943, et Doss et ses camarades étaient urgemment formés pour remplacer les pertes au combat et aider à augmenter la force de la division. La 77e division finirait par être officiellement en combat pendant pas moins de 208 jours, subissant un total de 9212 pertes avant la fin de la guerre. La bataille de Guam. Le premier goût du combat de Doss a été à la bataille de Guam, qui a été une bataille sanglante menée du 21 juillet au 10 août 1944 pour reprendre le territoire des États-Unis, l'île de Guam, d'une garnison japonaise déterminée de près de 20 000 troupes. Bien que selon la Convention de Genève, tirer sciemment sur un médecin portant un insigne clair soit un crime de guerre, les tireurs d'élite et les mitrailleurs japonais avaient tendance à ignorer cela et voyaient les médecins de combat comme des cibles faciles et précieuses à abattre. Dans le Pacifique, on conseillait souvent aux médecins de ne pas porter d'insignes médicaux, craignant que cela ne les rende plus vulnérables aux attaques ennemies. Doss était sous le feu presque tous les jours pendant la bataille et s'occupait activement de sauver des vies. Guam avait montré à Doss la cruauté de la guerre. Alors que son unité avançait à travers la jungle lors de leur premier jour, une jeune recrue au visage frais a repéré un stylo-plume posé sur le sol de la jungle et est allée le ramasser. Avant que quiconque puisse le prévenir, une grenade au phosphore blanc a explosé. Le stylo avait été piégé.
Le jeune homme qui avait ramassé le stylo, sa poitrine étant maintenant un gâchis sanglant, avait du sang qui coulait d'une plaie ouverte, des brûlures graves et des fragments de métal tranchant couvraient dans son corps. Il était en état de choc. Par miracle, Doss a réussi à stabiliser son état, prodiguant des soins et aidant à les évacuer lui et 3 autres soldats qui avaient été blessés par des éclats d'obus brûlants. C'était la première expérience de Doss avec les victimes au combat. Les pertes américaines pendant la bataille étaient terribles, pour les 59 000 soldats américains qui ont pris part à l'invasion. Environ 1 soldat sur 6 a été soit tué, soit blessé. La bataille de Leyte, 1944. Ensuite, Doss et son unité ont participé à la bataille de Leyte aux Philippines, qui s'est déroulée du 17 octobre au 26 décembre 1944. Une bataille vicieuse et prolongée qui a commencé avec un énorme bombardement des États-Unis sur la côte, et un débarquement amphibie, suivi de combats intenses avec l'avancée américaine à l'intérieur des terres. Lors d'une contre-attaque japonaise, le médecin Clarence Glenn entendit l'appel d'un mitrailleur réclamant de l'aide médicale. Il a quitté l'abri pour aller chercher l'homme blessé dans le No Man's Land, et a été touché lui-même. Glenn était un ami de Doss, de chez lui, et il ne pouvait pas le laisser là. Lui et un brancardier, Herb Schechter, sont sortis pour trouver et traiter séparément les 2 blessés. Sous les balles sifflantes, Doss soignait le mitrailleur au visage entaillé. Les 2 blessés étaient vivants. Ils ont fabriqué une civière de fortune avec un poncho et des branches pour transporter les blessés à la station de secours. Mais Glenn est mort avant d'y parvenir. Dès lors, Doss évitait de regarder le visage des hommes qu'il soignait, de peur de reconnaître un autre ami. Malheureusement, son ami Herb serait abattu lorsque lui et Doss transportaient une civière, leurs silhouettes les exposant à l'ennemi. En plus de perdre ses amis, Doss avait constamment faim, car la viande dans les rations K était en conflit avec son végétarisme. Il ne pouvait donc manger que les biscuits sans goût et les noix de coco qu'il trouvait. Sur Lady, les noix de coco au sol lui donnèrent la diarrhée. Alors il grimpait aux arbres pour en trouver des fraîches. À un moment donné, Doss cherchait des noix de coco. Cela a attiré le feu mal ciblé des mitrailleuses japonaises. On a découvert plus tard, quand ils ont été tués par les soldats américains, qu'ils étaient ivres au saké. Ce qui a choqué Doss, pendant les moments les plus dévastateurs de la campagne, c'est que le même homme qui l'avait menacé pendant l'entraînement à Fort Jackson venait maintenant vers lui pour des conseils et pour prier pour lui. La bataille d'Okinawa, et enfin pour Doss et la 77e division d'infanterie, ce fut une bataille qui devait être la plus sanglante de la guerre dans le Pacifique, ainsi que son plus grand débarquement amphibie. L'objectif des États-Unis était de sécuriser l'île en tant que base, car elle se trouvait à seulement 350 miles au sud du continent japonais, et serait stratégiquement cruciale pour toute future invasion du Japon. La bataille a commencé le 1er avril 1945 exactement, 3 ans après l'engagement de Doss dans l'armée, et a duré 81 jours. Doss a été affecté au 1er bataillon comme médecin de combat. Le 29 avril 1945, la 77e division a reçu la tâche d'attaquer une falaise de 400 pieds de haut, appelée l'escarpement de Maeda. Ceci a été surnommé par les Américains Hacksaw Ridge. Avant d'escalader le filet de cargaison, Doss a prié pour ses frères d'armes. Lorsque l'unité de Doss a rejoint l'assaut, et alors qu'ils approchèrent du sommet de l'escarpement, ils ont subi un intense feu d'artillerie japonaise, de petites armes et de mitrailleuses, infligeant de lourdes pertes aux troupes américaines qui attaquaient. Les forces américaines étaient envoyées vague après vague là-bas, pour essayer de déloger un ennemi fanatique basé ici, et bien retranché et camouflé. Le 4 mai, alors que son unité attaquait une position ennemie fortement fortifiée à l'entrée d'une grotte, Doss est venu au secours de 4 de ses camarades blessés. Le lieutenant qui menait l'attaque a tenté de lancer une grenade quand une balle ennemie l'a frappé et l'a retardé, lui faisant exploser la main et blessant ses camarades. Malgré le fait qu'il ait dû s'approcher à moins de 25 pieds des lignes ennemies et sous l'attaque des grenades et des tirs ennemis, il a réussi à évacuer les hommes vers ses propres lignes, un par un. Pendant la nuit, les Japonais ont continué à lancer des grenades et ont maintenu le feu de mortier. Les soldats américains se cachaient dans des crevasses, mais les Japonais ont réussi à s'infiltrer pour les surprendre. Le lendemain, le 5 mai, il a secouru un officier d'artillerie blessé, qui était allé vérifier l'état des canons. La jambe gauche de Doss était maintenant blessée, car il était tombé la veille au bord d'un parapet.
Il a grimpé le filet de chargement avec ses trousses de premiers soins, son poids retombant sur sa mauvaise jambe. Le trouvant dans un trou d'obus, l'officier avait été frappé par des éclats d'obus qui avaient fait un trou de sa poitrine à son dos, et Doss pouvait l'entendre respirer à travers. Il saignait abondamment. Doss lui a donné les premiers soins sous un feu ennemi et un bombardement constant. Il a placé les pansements sur les grands trous dans la poitrine et le dos du colonel, et a administré du plasma sanguin, ce qui a dangereusement exposé Doss à l'ennemi, car il devait le tenir haut. Les efforts de Doss ici seraient vains, car le colonel, ramené sur une civière, est mort avant d'atteindre le poste de secours. Plus tard, il y avait des ordres pour prendre une position japonaise vitale sur le versant inverse d'une colline qui retardait l'avancée américaine. Après ces prières, Desmond Doss était heureux de soutenir l'assaut. Les soldats américains ont lancé des bidons d'essence sur la position, provoquant une forte explosion. Tout à coup, une grande contre-attaque japonaise a submergé les soldats américains, les faisant paniquer et se précipiter vers le bord de la falaise. Mais malgré cela, Doss a refusé de se mettre à l'abri, et tout en étant constamment sous le feu nourri de l'ennemi, bien qu'étant totalement épuisé, il a passé des heures à transporter les blessés un par un jusqu'au bord de l'escarpement. Pour descendre les blessés graves, il a attaché une corde à une souche d'arbre et les a descendus de la falaise sur une civière jusqu'à être en sécurité. Face aux difficultés de la civière, il a innové en enroulant la corde autour du torse et des jambes des blessés pour les descendre. Doss, debout, exposé à un éventuel tir ennemi, a été vu en train de prier au bord de la falaise pendant que les hommes étaient là descendus, et plus tard, il a dit qu'il avait prié le Seigneur pour l'aider à en sauver encore un, et après cela, encore un, jusqu'à ce qu'ils soient tous en bas. En comptabilisant les blessés au pied de la falaise, le capitaine a estimé que Doss avait sauvé environ 75 hommes. Les Américains finiraient par remonter la falaise, et le 7 mai, ils prendraient leur position. Par un miracle, Doss a survécu à toute la bataille totalement indemne, mais cela allait bientôt changer. Le 21 mai, dans la confusion d'une attaque nocturne, Doss s'occupait des blessés américains, risquant d'être touché à la fois par les Japonais et par des tirs amis. Doss était dans un trou d'obus avec un autre soldat lorsqu'une grenade a atterri sous lui. Son réflexe a été de mettre son pied dessus et il a été gravement blessé aux 2 jambes. Son sang coulait à flot à cause de l'impact de 17 morceaux de shrapnel dans son corps. Mais il était resté à sa position pendant 5 heures, s'occupant de lui-même tout en aidant également les autres blessés, jusqu'à ce qu'un médecin et une paire de brancardiers puissent arriver ce jour-là, car alors qu'il était évacué en sécurité, ils ont été pris dans une attaque de chars ennemis. Alors qu'ils se mettaient à l'abri, Doss a repéré un homme gravement blessé, et a insisté pour qu'il soit ramené sur le brancard à sa place. Pendant que Doss attendait que les brancardiers surviennent, il a été trouvé et aidé par un autre soldat. Soudain, Doss a été touché par une balle de sniper japonais, et a subi une fracture ouverte à son bras. Les 2 hommes se sont abrités dans un trou d'obus. Se rendant compte de la gravité de ses blessures, Doss a expliqué aux soldats comment attacher la crosse de son fusil à son bras brisé pour servir d'attelle. Malgré une douleur atroce, il parviendrait à regagner la station de secours. L'armée américaine a reconnu l'extrême bravoure de Doss, et il a reçu la médaille d'honneur du Congrès pour ses actions héroïques et désintéressées à Okinawa du 29 avril au 21 mai 1945. Grâce à ces actions héroïques, de nombreux hommes blessés ont pu rentrer chez eux. Desmond Doss a continué à gérer une petite ferme familiale avec sa femme Dorothy et a vécu jusqu'à 87 ans. Et les gars, jetez un œil à ces produits Simple History sur Teespring. On y trouve des t-shirts, des mugs, des autocollants, des coques de téléphone et plus encore. Le lien est dans la description ci-dessous.